La particularité du 8 mars cette année, c'est quand même la montée de l'extrême droite à là aussi une échelle internationale. Ni le féminisme néolibéral n'est véritablement féministe, mais se réapproprie cette étiquette, ni encore moins l'extrême droite qui sont réactionnaires, identitaires et racistes. Salut Aurore. Bonsoir. On est à Châteaudun, tu viens de faire une conférence qui s'est super bien passée, c'était super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la lutte féministe en ce moment avec ce climat réactionnaire? Et puis on a eu quand même eu la marche samedi avec beaucoup de participation. Quel bilan tu tires de cette période? Oui, c'est ce dont on a discuté ce soir, c'est que ce 8 mars 2025, il est un peu placé sous deux étoiles. D'un côté, on a un mouvement féministe qui continue à avoir une importance très forte à l'échelle internationale. Mouvement féministe dont on fête les 10 ans cette année, en fait, puisque il y a exactement 10 ans, en 2015, naissait le mouvement Ni Una Menos, pas une femme en moins, pas une morte en plus, en Argentine, dans la lutte contre les féminicides, qui après allait prendre énormément d'ampleur à l'échelle de l'Amérique latine, et puis dont le mouvement MeToo est une forme de prolongation. Donc on fête ces 10 ans-là, et on voit que la nouvelle vague du féminisme, elle est toujours aussi forte. Tu le citais, le 8 mars dans la rue, ça a été très impressionnant à l'échelle internationale et en France, avec 120 000 personnes à Paris, aussi en réaction du coup au deuxième aspect de la situation. Je disais qu'il y avait deux aspects. Il y a la force de ce mouvement féministe, mais aussi la particularité du 8 mars cette année, c'est quand même la montée de l'extrême droite à là aussi une échelle internationale. Le fait que l'extrême droite accède au pouvoir dans certains pays, ça a été notamment le cas aux États-Unis, mais aussi en Argentine. Et donc, on voit aussi que les mobilisations féministes, c'est en partie, en tout cas en France, une réponse. Par exemple, à la réélection de Trump, je pense vraiment que les mobilisations cette année en France étaient marquées par l'inquiétude vis-à-vis de cette réélection et la crainte que ce soit la France qui soit la prochaine dans cette montée et cette course au pouvoir de l'extrême droite. Du coup, on voit un peu une montée de deux projets de société totalement antagoniques. D'un côté, le projet de société féministe et de l'autre côté, l'extrême droite. Et on est face à une situation extrêmement polarisée. Justement, toi, dans ton travail de sociologue, tu parles de ce concept de différentes vagues de féminisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ces concepts et nous dire dans quelle dynamique on se situe aujourd'hui, notamment de cette polarisation ? Oui, tout à fait. En fait, la conceptualisation des mouvements féministes en termes de vagues, c'est une façon simple de se réapproprier l'histoire du féminisme, en constatant en gros que, à travers le temps, à une échelle internationale, il y a des mouvements d'irruption féministe très fortes. Et ces irruptions féministes, elles reviennent régulièrement et elles sont bien sûr préparées par tout ce qui se passe dans l'entre-deux vagues. Et beaucoup d'historiens et d'historiennes en particulier soulignent qu'il se passe des choses entre les vagues. Mais c'est vrai qu'au moment des vagues, il y a ces irruptions féministes-là. La première vague, elle est au tournant du 19e et du 20e siècle et elle se centre autour de la question de l'égalité des droits politiques. La deuxième vague, elle se situe dans les années 60 et 70 et elle se centre sur les mobilisations pour la réappropriation de son corps et des droits reproductifs, en particulier la contraception et l'avortement. La troisième vague, elle se développe dans les années 90. Elle vient souligner la nécessité pour le mouvement féministe d'être intersectionnel. C'est comme ça qu'on le dirait avec les mots d'aujourd'hui, même si le terme se développe justement à ce moment-là dans les années 90, c'est-à-dire de prendre en compte les dominations racistes, de classe, homophobes, LGBT-phobes, bref, d'avoir un féminisme qui prenne en compte tous ces aspects-là. Et puis aujourd'hui, on pourrait dire que du coup, si on continue à compter, on est dans la quatrième vague. Une quatrième vague qui a 10 ans et qui, là aussi, explose à l'échelle internationale et se centre tout particulièrement autour de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Justement, vous, avec le NPA, parce que tu es membre du NPA, vous portez un certain type de féminisme radical qu'on retrouve peut-être pas forcément partout. Est-ce que tu peux nous parler de vos positions Alors, c'est un vaste programme, mais pour le résumer très simplement, notre position féministe au NPA, c'est de défendre un féminisme qui soit à la fois intersectionnel et marxiste, c'est-à-dire qu'on conserve des acquis de l'intersectionnalité, cette idée que on peut pas penser le féminisme de façon isolée, qu'il faut le penser de façon vraiment centralement reliée à la question de l'antiracisme,
racisme, des luttes contre les LGBT-phobies et aussi de la dimension de classe. Et c'est pourquoi aussi on dit qu'on est intersectionnel et marxiste, au sens où on n'isole pas non plus notre programme féministe, notre vision féministe de notre vision anticapitaliste. On est anticapitaliste et féministe. Pourquoi ? Eh bien parce que le système de domination dans lequel on vit, il est tout à la fois capitaliste, patriarcal, raciste, LGBT-phobe, validiste, et qu'on va lutter contre toutes ces dimensions ensemble parce qu'elles structurent l'ensemble de la société. Et du coup, si on veut remettre en question un aspect, il faut prendre en compte tous les autres aspects. On a quand même l'impression que le féminisme ne peut pas être autre chose que de gauche, voire d'extrême gauche, qu'il a une dimension radicale, anticapitaliste, qui lutte contre les dominations. On a des groupes, des collectifs qui se revendiquent féministes, qui sont plutôt, carrément proches de l'extrême droite, avec des idées très réactionnaires. Est-ce qu'on peut parler de féminisme de droite ? Eh bien, bien sûr que non. C'est même une contradiction dans les termes. Le féminisme, c'est lutter pour les droits de toutes les femmes et toutes les minorités de genre. Et donc, à partir du moment où on a un prétendu féminisme qui, en fait, dans sa version néolibérale, va uniquement défendre les droits des femmes des classes supérieures, bourgeoises et blanches, et voire encore pire, alors là, on n'est même pas dans un prétendu féminisme, on est dans juste une instrumentalisation du féminisme pour brouiller en fait les catégories politiques quand on est face à des collectifs d'extrême droite qui sont réactionnaires, identitaires et racistes. Et moi, ce discours-là de dire c'est tous les hommes, il m'énerve un tout petit peu. Pourquoi certains hommes sont plus violents avec les femmes que d'autres ? D'essayer de remonter peut-être à un côté culturel. On sait en tant que jeune femme très rapidement en un regard quel groupe on va essayer d'éviter. Le viol, vous avez dit quelque chose. Vous disiez le principal danger pour les femmes en France, c'est l'immigration. Non. Le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, puisque... Ce sont les hommes immigrés, africains, noirs et arabes. Il va terminer, Vincent. Eh bien, là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans du féminisme. Le féminisme, c'est la lutte pour toutes les femmes et les minorités de genre. Donc, ni le féminisme néolibéral n'est véritablement féministe, mais se réapproprie cette étiquette, ni encore moins l'extrême droite, qui en fait utilise purement l'étiquette pour semer de la confusion. C'est tout. Et on a l'impression qu'on a aussi besoin de sociologie pour approcher les questions de lutte anticapitaliste et de féminisme. Comment on fait aujourd'hui pour insérer de la sociologie dans le discours politique et médiatique, parce que c'est quand même une science qui a ses particularités, elle a une méthodologie quand même qui est très sérieuse, mais on a l'impression qu'elle est assez méprisée et en tout cas dont on dit qu'elle est subjective et qu'elle serve à défendre les idées de gauche. Vous le savez, les sociologues sont tous de gauche. Oui, ils sont hirsutes, ils sentent la bœuf, ils vivent en Ardèche et ils boivent des jus détox. Comment on arrive justement à, toi en tant que sociologue, à porter un discours politique avec la sociologie ? Alors, c'est pas évident. Effectivement, la sociologie, elle se crée véritablement comme science au 19e siècle, mais elle n'est pas encore perçue comme science par tout le monde à l'heure actuelle. Donc, lutter contre les médias dominants et les prises de position dominantes, c'est difficile quand on est sociologue. Déjà, souvent, on n'est pas invité, en fait, sur les plateaux télé, ou quand on est invité, c'est uniquement pour créer du débat et pas forcément pour écouter juste une parole scientifique qui donne des faits qui sont réels. Pourquoi y aurait-il besoin d'une quatrième vague du féminisme aujourd'hui, selon vous ? Alors, je sais pas s'il y a besoin d'une quatrième vague du féminisme. Moi, ce que je fais, c'est une analyse qu'elle existe. Donc ça crée une difficulté de fait. Donc moi, la façon dont j'essaye de contourner la difficulté à ma petite échelle, c'est de faire une sociologie qui soit la plus accessible possible. Ça veut dire avoir pour vocation d'être lue, comprise, entendue le plus largement possible en écrivant des livres qui soient à destination du grand public, en les promouvant au maximum, non pas pour me promouvoir moi-même, mais pour promouvoir la pensée sociologique, justement, en essayant toujours de rendre accessibles des discussions qui doivent pas être dans un entre-soi de chercheurs, sociologues à l'université, mais au contraire faire la sociologie la plus large et publique possible. Ça résout pas tout, parce que de fait... on n'est pas forcément énormément publicisé, mais ça évite de tomber dans un écueil qui malheureusement peut toucher rapidement les universitaires, de finir par discuter que entre collègues.
Et ça, à mon avis, c'est la mort de notre discipline. On a tout intérêt, au contraire, à s'ouvrir le plus largement et à discuter le plus largement avec le corps social, ne serait-ce que pour faire une science qui soit utile, parce qu'on va sur le terrain, on constate des choses. Si à un moment donné, on peut pas faire partager nos résultats le plus largement possible, en fait, on sert du coup pas à grand-chose. Voilà. On avait une dernière question pour toi. Quels sont tes travaux en ce moment en tant que scientifique, en tant que sociologue ? Alors du coup, moi, je suis spécialisée dans le genre et la santé. J'ai fait une thèse sur la gynécologie médicale, sur son histoire et sur les pratiques contemporaines de la consultation gynécologique. J'ai essayé de montrer qu'il existait une norme gynécologique qui enjoignait aux femmes à consulter régulièrement un ou une professionnelle de santé pour la contraception et pour le dépistage. Et un peu dans la continuité de ces travaux, aujourd'hui, j'aimerais travailler sur la question de la douleur et notamment la tension qui existe entre douleur et psychologie, le fait qu'à la fois il y a une dimension psychologique de la douleur et qu'on peut pour autant tomber dans une forme de psychologisation de douleur pourtant biologique, somatique. Donc pour travailler là-dessus, je vais continuer à enquêter sur le volet gynécologie, mais mon but, ce serait d'agrandir le terrain et d'aller voir du côté des centres de douleur, de la prise en charge dans ce cadre-là, pour justement pas juste travailler, même si ça reste le cœur de mon étude et de mes objets, sur les femmes, même si voilà, c'est important pour moi, mais pouvoir comparer aussi dans le cas de la prise en charge de la douleur masculine, ce qu'il y a des différences, et puis en fonction des spécialités, des domaines où ça se développe. Je pense qu'il y a des choses à aller voir. Donc c'est ça mes recherches en ce moment. Okay, on suivra ça avec attention et on te laisse le mot de la fin, un mot personnel ou une revendication politique ou un point de vue, comme tu veux. C'est juste dire que ce 8 mars 2025 a quand même été une victoire pour nous. Déjà une victoire en termes de mobilisation. Il y a eu énormément de personnes qui sont descendues dans la rue et aussi une victoire en termes de lutte contre l'extrême droite, puisque à Paris, le mouvement féministe, aidé par l'ensemble du mouvement social, a réussi à repousser l'extrême droite, à l'empêcher de manifester, de se prétendre féministe. Et ça, il faut bien le souligner, c'est une victoire qui en appelle d'autres. Il faut continuer cette lutte contre l'extrême droite et plus globalement contre ce système patriarcal et capitaliste. Merci Aurore et à bientôt. À bientôt.